Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cabinet Story. Aujourd'hui, nous allons faire un épisode dédié au contrat d'assurance, à la prévoyance, un épisode intitulé Prévoir l'imprévu, tout savoir sur la prévoyance des professionnels de santé. Je suis Julien Deric, cofondateur de Learning Lib et chirurgien dentiste. Et pour ce super épisode, j'ai l'honneur d'accueillir Claude Soulet, dont je te laisse le soin de te présenter. Merci Julien. Bonjour à tous, donc je m'appelle Claude Soulet, je suis directeur du cabinet Axialis, cabinet de courtage. Notre clientèle est à 90% composée de professions libérales, beaucoup de médicales et de chirurgiens dentistes. Très bien. Alors, on se connaît à titre personnel parce que Oui. tu m'assures, tu m'accompagnes Voilà. en tout cas, que ce soit dans mes contrats Depuis que tu es professionnels. étudiant, je pense. Oui, depuis un bon grand moment maintenant. Tout ça, j'avais eu la chance durant mes études d'intégrer un cabinet dentaire et de travailler en tant qu'assistant dentaire. Ouais. Donc déjà là, il y a déjà des... Qui était déjà un dentiste que je suivais à l'époque depuis une dizaine d'années. Mes amis de mes amis sont mes amis. C'était ça. C'était ça. Je suis vraiment heureux de te recevoir pour cet épisode. Je pense que cet épisode est très important parce que en fait, l'assurance, en tant que chirurgien dentiste ou professionnel de santé, on en entend, on sait que c'est important dans la vie de tous les jours aussi. Mais entre tous les contrats, toutes les choses à assurer dans notre exercice quotidien, c'est pas toujours clair pour tout le monde. Enfin, en tout cas, pendant longtemps, ça l'a pas été pour moi. Et tu avais réussi à bien m'éduquer là-dessus, à m'expliquer clairement les choses. Donc, en fait, c'est ce que je voudrais qu'on arrive à transposer aujourd'hui aux personnes qui nous font l'honneur de nous écouter. Les conseils, des explications claires sur quels sont les différents types de contrats d'assurance pour un professionnel de santé et pourquoi ils sont importants. Je sais qu'en plus de ça, tu as toujours plein de belles anecdotes qui illustre bien l'importance de tout ça. D'accord. Donc là, si on parle globalement donc, de tous les contrats que doit souscrire un chirurgien dentiste, on peut faire 3 classes. Donc pour moi, la prévoyance, qui est le plus important, la responsabilité civile professionnelle, qui est très importante également, obligatoire, et la multirisque professionnelle, qui va couvrir les lieux et le matériel. Je parlerai en dernier de la prévoyance, que je pense que est le sujet qu'on va débattre plus aujourd'hui. Plus de matière, effectivement. Sur l'RC professionnel, si je peux donner un conseil, c'est d'avoir un contrat qui couvre bien l'activité, c'est-à-dire si on fait de l'implant, si on fait de l'orthodontie, donc de bien le spécifier. Également de prévoir que le remplaçant soit couvert et si on est en société, en C-large, que la société soit également prise au titre de ce contrat. De personnes Voilà. morales. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est l'erreur qu'on pourrait faire. Je commence mon activité par une activité d'omnipraticien classique. Je sors de la fac et puis après, au fil des années, je m'intéresse à l'orthodontie, je m'intéresse à l'implantologie et je pense pas à mettre à jour ma RCP. Tout à fait. Et donc, à un moment donné, s'il m'arrive un souci, vraiment tenir informer son assureur pour que le contrat évolue. Oui, je pense que c'est très très important de le faire de la sorte. Voilà. Toutes les RCP ne se valent pas et ne couvrent pas tous les champs d'activité. Globalement, il y a une loi qui a été faite en 2011, je pense, qui donne des montants de plafond de garantie, c'est-à-dire 8 millions de garanties par sinistre avec 15 millions par an. Ça, c'est une loi qui est valable pour tout le monde. Donc, toutes les compagnies d'assurance, pratiquant les RC, sont obligées. Après, chacun, dans le contrat, dans les conditions, va y mettre un petit peu ce qu'il veut. Donc, couvrir le remplaçant, pas le remplaçant, couvrir la société, si on est en société ou pas la société. D'autres vont être plus larges, couvrir l'implantologie ou pas. Donc, c'est dans la lecture, après, des conditions d'application des garanties qu'il faut être vigilant. Et que la différence se fait. Oui. Donc, c'est pas... tous les contrats ne se valent pas. On ne peut pas les sélectionner que sur le prix. Il faut vraiment rentrer... il faut vraiment aller lire et trouver un contrat qui est en général adapté à sa situation. En fait. On m'avait dit une fois aussi, je crois que c'était dans le cadre d'un tournage de cette émission, qu'un contrat d'assurance, on peut savoir s'il est bon ou s'il est mauvais au poids. Il suffit de voir la taille qu'il fait pour dire si on doit se méfier ou pas. Je ne sais pas si tu partages cette analyse. L'analyse, elle me fait rire. Parce qu'on peut très bien avoir un contrat dont le poids est très léger, en fin de compte, si ce qu'on appelle, c'est une tout risque sauf. C'est-à-dire qu'on n'a plus les conditions de garantie, on a juste les conditions d'exclusion. Oui. Donc au lieu d'avoir 50 pages, on n'aura que 10 pages d'exclusion. Donc les tout risques sauf vont préciser que tout ce qui n'est pas
exclu et garanti. Donc souvent plus large en pesant moins. Ouais, ok, d'accord. Donc, pas se fier qu'au poids. Non, voilà. Et donc ça, c'est pour les RCP. Ouais. Tu as parlé aussi de la multirisque. Alors la multirisque professionnelle, en général, il faut faire attention bien sûr à couvrir la bonne superficie et à couvrir le matériel, le bon contenu. C'est-à-dire que si demain il y a un sinistre total, un incendie, ben, il faut qu'on puisse être indemnisé. J'insiste souvent également sur la couverture en bris de machine qui est très importante parce que souvent un cabinet dentaire va avoir de la radiologie, le fauteuil qui n'est pas donné, Rien n'est donné en dentaire. Et je le vois par expérience, parce que j'assure beaucoup de chirurgiens dentistes, où quand il y a un bris, par exemple, sur un fauteuil qui a 15 ans, ben, globalement, avec la vétusté, on ne va rien donner. La plupart des contrats que je propose vont donner sur la réparation, en fin de compte, une réparation partielle, sans application de vétusté. Donc on a un appareil de radio qui a 10 ans, où il y a une partie qui casse, il y a 5000 € de réparation, on ne va pas appliquer les 10 ans d'usure. Donc ça, c'est un point que je dis tout le temps, hyper important, pas de vétusté partielle sur les réparations en bris de machine ou sur les... Ouais, ça fait... C'est quelque chose de très important, en fait, c'est quelque chose qui est courant. Voilà. Mais c'est marrant ces particularités parce qu'au final, sur les contrats de prévoyance, on va y venir. Oui. On sait que là aussi, il y a plein de règles et plein de choses et avoir un contrat bien spécifié, bien adapté est peut-être la base. Mais au final, même sur les autres types de contrats, RCP, bien adapté à son activité, à ce qu'on fait, c'est important. Et sur la multirisque, ben, là aussi... c'est le monde bien sûr. Là aujourd'hui, on avait, je crois, décidé de parler de la prévoyance. Donc, je présente un petit peu la RC. Mais après, si je rentre en détail dans la RC ou la multirisque professionnelle, là, j'ai parlé des grandes clés, en fait. Ouais. Mais si je rentre en détail, sans vouloir complexifier les choses, mais parler des points essentiels, on va voir qu'il y a encore des choses à dire, en fait. Voilà. Ouais, j'en doute pas. Ouais. Mais c'est en ça, l'assurance, ça parle à tout le monde, on est tous assurés. Oui. Mais peut-être sur 10 personnes, enfin, il y en a 8 qui ne sauront pas me dire concrètement sur quoi elles sont assurées, à quelle hauteur et quel montant. Et c'est là où c'est, je pense, aussi important de se faire guider par quelqu'un qui maîtrise tout ça, s'y intéresser pour comprendre les choses, c'est essentiel. Mais après... Alors, il faut s'intéresser. Je pense que... Moi, je le vois souvent, par exemple, comme toi, quand tu sortais de la fac, en fait, c'est le parcours du combattant. Vous sortez, il faut tout savoir. Il faut voir qu'en France, je crois qu'on doit approcher les 600 compagnies d'assurance. Ça fait du monde. Ça fait énormément de monde. Chacune va proposer... stade de foot différent. Voilà. Et chacune va proposer des contrats. Donc là, on va parler de la prévoyance avec ses particularités. Ce qu'il faut choisir dans les contrats, c'est les compagnies qui vont globaliser les points forts sur des choses qu'il ne faut pas négliger. Voilà. Même certaines compagnies qui seront peut-être spécialisées dans le corps médical ne seront pas forcément les meilleures. Ouais. Voilà. Donc, il faut vraiment regarder les points clés. Voilà. Et c'est là où voilà, ton métier, ton rôle est primordial. C'est vrai, à titre personnel, sur tous les contrats qu'on a fait ensemble, c'est vrai qu'on essayait d'harmoniser, mais au final, j'étais assuré sur plusieurs entités et tu proposais à chaque fois ce que tu estimais être le meilleur pour chacune des catégories. Quoi. Tout à fait. Alors, il faut éviter les doublons, mais il faut éviter également les manques. C'est surtout ça. Quand on regarde, par exemple, on va partir sur le chirurgien dentiste, quand on regarde le régime de prévoyance, globalement, en cas de problème, il est insuffisant. Tu parles de la base. La Carchidan, comme vous appelez la Carchidan, donc la CDSF, la Carchidan, c'est déjà bien qu'il y ait quelque chose, va se révéler quand même en partie insuffisant. Depuis le Covid, la Caisse de sécurité sociale a mis en place une indemnité journalière les 90 premiers jours. Donc, ce qu'il n'y avait pas avant, puisque la Carchidan démarrait après 90 jours. Ok, une carence. Il y avait vraiment une carence des 90 premiers jours. Actuellement, les 90 premiers jours, le régime de CPAM donne un demi-salaire limité à 195 € par jour, donc on va dire 5700.
Donc quelqu'un qui gagne 8 000 euros, par exemple, va avoir 4 000 euros. Voilà. En deuxième temps, après ces 90 jours, on va tomber sur la Karchidan, qui, elle, a un plafond de 105 euros, je crois, de tête. 105 euros, qui va donner une rémunération à peu près de 3 000 euros. Voilà. Et en cas d'invalidité, on a un plafond qui s'approche de 27 000 euros, ou pour toucher ces 27 000 euros annuels, donc on est à 2002-2004, il faut l'assistance d'une tierce personne. C'est-à-dire qu'on est franchement gros pour un handicap. Voilà. Donc le but, ce régime, il existe, il est insuffisant, on le sait. Donc le but, ça va être d'aller adapter à tous les cas de figure, l'arrêt de travail, le décès, l'invalidité, aller adapter un contrat avec des vigilances particulières. Voilà. Et là, en plus, quand tu parles de plafond, c'est pas vraiment que de la rémunération. C'est-à-dire, par exemple, c'est ce que va me donner la sécurité sociale ou la Carpinco, mais si j'ai des charges derrière, c'est dans cette période-là que... Là, je parle juste de la perte de revenus. Ouais, parce qu'on va également parler des frais généraux, qui sont également tous les frais fixes qui ne vont pas s'arrêter. C'est-à-dire que globalement, le cabinet tous les jours, le salaire, le loyer, les charges. Tout ça est présent. Donc on parlera dans la prévoyance également des frais généraux, voilà. De tous ces frais qui ne s'arrêtent pas en cas d'arrêt du chirurgien dentiste. Et qui seraient pris en charge qu'à travers un contrat de prévoyance et pas à travers le régime de base obligatoire. Non, le régime de base, lui, il travaille juste sur la rémunération. Ouais, voilà, on est tout seul à notre compte avec notre petit baluchon et voilà. Oui, donc c'est vraiment insuffisant en fait. Moi, je l'ai vu sur des arrêts. Je crois que là où tu travaillais, le chirurgien, il avait l'accident de moto, il a été arrêté 9 mois. Quand il m'a toujours dit, si le contrat était mal bâti, ben, je ne serais pas là. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est souvent l'image qu'on a, les assurances. On paye pour rien. Enfin, c'est ça. En fait, on se dit parfois, ça sert à rien, il m'arrive rien, j'ai payé pour rien. Mais en fait, non. Tu t'es couvert du risque et ça, c'est une protection qui est importante. Et bien sûr, on se souhaite de jamais avoir besoin de faire appel à son contrat d'assurance parce que ça veut dire qu'il nous arrive des accidents ou des faits, des désagréments. Mais c'est pas pour rien qu'il faut vivre sans, quoi. La prévoyance, c'est comme une voiture, en fait. C'est la prime de risque. Si j'ai pas d'accident dans l'année, on ne me rembourse rien. J'ai payé à fond perdu. Oui. Mais il vaut mieux payer à fond perdu. Je veux dire, globalement... Le jour où ça t'arrive... Le jour où ça arrive, alors ça arrive pas forcément souvent, mais quand ça arrive et que c'est lourd, c'est là où on va aller voir que le contrat de prévoyance, globalement, il est hyper important. Ouais. Il ne faut pas avoir une démarche héroïste, retour sur investissement avec son... Non, c'est pas le système. Le but, c'est pas de la rentabiliser à la fin de l'année. Non, sinon, c'est pas de la rentabiliser, c'est de protéger son activité, protéger sa famille également, protéger ses enfants, et protéger, malheureusement, si on tombe en invalidité, c'est pouvoir continuer le même style de vie, même si on est diminué, avec son handicap. Voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'un bon contrat de prévoyance? Les multicases? Alors, les multicases, on va pouvoir diviser les multicases entre, on va dire, le décès ou le décès, l'arrêt de travail, que l'on va classifier sur les 3 premières années, parce qu'en général, au bout de 3 ans, si on est sur un arrêt de travail, c'est qu'on ne va pas très bien. On passe en invalidité. Et l'invalidité. Voilà. Dans le décès, ben, ça parle tout seul en fait. En cas de décès, globalement, qu'est-ce qu'il faut couvrir? Il faut couvrir son épouse, ce qui reste, les enfants. On peut adapter la garantie décès en montant, globalement, en fonction de si madame travaille ou pas. Donc, plus le conjoint, madame ou monsieur, en fait, plus le conjoint a besoin d'assistance en cas de décès du chirurgien, il faut prendre des capitaux d'essai adéquats. Et également, on peut prévoir une rente éducation de façon à ce que les enfants puissent continuer leurs études, des études supérieures, jusqu'à 28 ans qui est la base en général ou la limite, de façon à pouvoir, si je disparais, madame peut continuer et globalement, les enfants ils peuvent continuer les études. C'est aussi là-dedans qu'on pourrait anticiper des éventuels crédits, acquisition d'une maison, quelque chose comme ça. Ou alors, en gros, le schéma, c'est quand on se dit, nous, notre famille, mensuellement, on a besoin de temps pour
que tout roule. Donc, si je meurs, il faut que... Alors, on peut calculer, c'est-à-dire on peut rentrer dans les droits de succession. On peut regarder s'il y a du patrimoine. Ouais. Imaginons que monsieur a une belle maison, monsieur et madame ont une belle maison avec piscine, une résidence secondaire. Voilà, qu'est-ce qui reviendrait? On calcule les frais de succession, ce qui revient aux enfants, et on peut prévoir dans le capital décès le capital décès qui va payer ses droits. On peut prévoir également, imaginons que madame ou monsieur soit homme ou femme au foyer, une rente une rente qui va permettre de continuer à vivre à la personne restante, et une rente éducation pour les enfants. Ouais. Pour les enfants. Donc globalement, un célibataire ne va pas avoir les mêmes objectifs dans la garantie du capital décès qu'une personne mariée avec des enfants à charge. Voilà. Ok. Alors, toujours la perte émotionnelle, humaine. Mais voilà, ouais. Ça ne fait aucun contrat et rien, je pense, à part le temps et, voilà, et faire son deuil. Là, oui. Minimiser tout l'impact financier d'une telle perte. Déjà, je pense que globalement, de s'en sortir financièrement ne fera jamais oublier la personne qui part et la tristesse et le chagrin. Bien sûr. Mais globalement, c'est déjà, je ne sais plus qui disait, la misère est moins dure au soleil, en fait. Globalement, c'est que si on n'a pas à se soucier du lendemain, je pense que ça permet un deuil plus facile, en fait. Traverser les étapes un peu plus faciles. Ouais. Bon, on a fait le cas extrême. Alors voilà, on va parler de l'arrêt de travail, ce qui va être globalement le plus courant. Donc on a vu que les 90 premiers jours, on a la CPEP, la Carchidan. Donc il va falloir adapter le contrat de prévoyance d'arrêt de travail en payant en supplément des sommes, des indemnités journalières, pour compléter ces régimes, pour qu'on reste déjà sur notre rémunération à la même hauteur. Voilà. Donc c'est facile à calculer. On fait la différence. On fait la différence, on calcule. Après, il va falloir faire attention dans le choix de ces indemnités journalières, parce que les compagnies, globalement, là je vais rentrer dans les détails techniques un peu, les compagnies, elles ne vont pas donner les mêmes choses au même moment. Voilà. Beaucoup de contrats qu'on peut rencontrer vont traiter tout ce qui est psychologique ou dorsal, qu'on appelle le psy et le do, d'une manière différente, en fait. Sans vouloir dire que l'humain est parfois malhonnête, mais on sait très bien que si on dit qu'on est des lombalgies ou qu'on est dépressif, c'est difficilement vérifiable. Voilà, peu qui est difficilement vérifiable. Sur lequel il pourrait y avoir plus facilement des abus. En fait, des abus, c'est exactement ça. Donc, il y a des compagnies qui vont carrément l'exclure. Ok. Voilà. On le trouve. Faut le savoir. Faut le savoir. Même les mots de dos en dentisterie, oui. C'est pas... Il y a celles qui vont couvrir le psy comme le dos d'une manière après hospitalisation. C'est-à-dire qu'on fait une dépression, si on est hospitalisé, ok, c'est du vrai. Ouais, voilà. Okay. Ils mettent un garde-fou. Voilà, ils mettent un garde-fou, et également pour le dos, il faut une hospitalisation. Et il y a ceux qui, contractuellement, d'entrée, vont couvrir la dépression ou le problème de dos par un simple arrêt médical du médecin. Et alors, si on reste arrêté 3 mois, ils vont peut-être aller vérifier au bout d'un moment, mais l'arrêt d'entrée est pris en compte. Est pris en compte. Voilà. Donc, on voit déjà que sur des choses comme ça, un petit peu importantes, on peut déjà faire la différence, quoi. Voilà. Ça, donc, c'est pour le versement. Dans le choix de l'indemnité journalière, il y a des compagnies qui vont appliquer un système d'évaluation forfaitaire et d'autres indemnitaires. Alors, ça veut dire quoi? L'indemnitaire, c'est qu'on va regarder globalement les revenus des 3 dernières années. Et si la personne s'est assurée parce qu'elle pensait gagner 8 000 €, mais qu'elle a gagné 6 000, ils vont, malgré qu'il a cotisé pour cette somme-là, ils vont aller limiter le remboursement, l'indemnité journalière, au montant réellement perçu. D'accord. Voilà. Donc, on a un autre système qui s'appelle le système forfaitaire, qui permet
Alors, on nous demande quand même une vérification à l'entrée, que quelqu'un gagne 2 000, on ne lui demande pas 10 000, enfin, il faut qu'il ait raison. On nous demande de vérifier quand même que la demande soit justifiée et normale. Cohérente avec les besoins. Complètement, qu'il y ait une cohérence. À côté de ça, donc, on va tomber sur un système forfaitaire. On peut, les compagnies le pratiquent, je le pratique également, ce qui permet, globalement, que le jour où on est en arrêt de travail, la somme qui a été prévue, elle est donnée. Donc là, si on a fait une mauvaise année l'année d'avant, ou qu'on ait fait un tour du monde, j'ai eu le cas, 2 chirurgiens dentistes, un couple, qui sont partis 6 mois faire du bateau. Globalement, leur inquiétude d'ailleurs était celle-là. Si on tombe invalide et qu'on fait un calcul ou qu'on a un arrêt de travail, j'aurais dit non, le contrat est forfaitaire en fait. Donc on ne nous demande plus de vérification au niveau des dernières années d'imposition. Donc là, si on ne modifie pas sa cotisation, normalement, pas de mauvaise surprise. Mais tu en parles comme si c'était exceptionnel. Enfin, moi, je pensais que c'était la norme, en fait, ce type de contrat forfaitaire. Non, d'accord. Vraiment, je dirais, on a plus de la moitié qui est du système indemnitaire. Ah oui, d'accord. Donc on cotise pour quelque chose, enfin pas de fictif, mais en tout cas qui va être repensé ou réadapté C'est particulier. à la réalité, quoi. Ouais. Moi j'ai un cas, je ne sais pas si j'en avais parlé, c'était la femme de mon médecin traitant, donc qui est venue s'assurer chez moi, qui était médecin généraliste comme lui, et elle décide une reconversion pour s'occuper des enfants, de devenir médecin du travail, précisément qu'elle aurait peut-être plus de temps, et elle conserve son activité de professionnelle libérale le matin, Oui. et se consacre à ses études l'après-midi. Donc, rémunération moindre, ouais. Mais son mari lui a dit j'assume et autres. Malheureusement, elle a déclaré un cancer du sein pendant cette période-là. Et là, quand il a fallu être indemnisé, la compagnie en question lui a demandé sa dernière rémunération et lui a réduit son indemnité journalière de moitié à l'application du système indemnitaire. Donc, encore un point de vigilance qui est quand même ça peut faire la différence aussi, quoi. Important. Voilà. Souvent également, je le dis, par exemple, je ne vais pas rentrer dedans, mais par exemple, un restaurateur qui est un saisonnier, je vais lui dire non, prenez du forfaitaire, parce que si vous faites une mauvaise saison, qu'il n'y a pas le soleil cet été sur la plage, globalement, pas d'argent. Si vous tombez malade l'année d'après, vous n'avez rien. Donc le forfaitaire, à mon sens, c'est vraiment quelque chose surtout dans des professions où les revenus peuvent être fluctuants. Ça peut être fluctuant. On peut partir en formation. Bien sûr. Si on n'est pas là, ça tourne pas. Enfin, plus ou moins, mais en tout cas, notre absence peut avoir un impact direct sur nos revenus, et notre absence peut être conditionnée à diverses raisons. Tu as très bien dit, de la formation, il n'y a pas que les vacances et partir à l'intérieur du monde, on peut s'absenter pour diverses raisons. Mais ouais, ok, ah oui, très intéressant. Genre, je pensais pas, c'est vicieux. Ouais. Après, on peut également trouver des systèmes qui vont être en complément du régime obligatoire ou sous déduction. D'accord. Bon, ça c'est globalement, si on a choisi la bonne somme, la compagnie va venir déduire l'indemnité journalière donnée par le régime obligatoire ou compléter. Pour que l'assuré obtienne la somme initialement, quoi. Ok. Bon, ça joue du coup sur les 3 premiers mois. Oui, mais bon, ça a une moindre importance. Oui. Donc moi, je préfère quand on est en complément du régime obligatoire, mais si on est sous déduction, si la somme totale prévue couvre, je veux dire, à mon sens, il n'y a pas de... Oui, il y a moins d'effets. Enfin, on va obtenir ce qu'on avait quand même anticipé, enfin pensé en tête, pas de mauvaise surprise entre guillemets, quoi. On dit pas je paye pendant 3 ans pour être assuré à 8 000 € par mois et puis non, finalement t'en auras que 5 parce que ouais. Voilà. Alors là, on est sur des arrêts de courte ou de moyenne durée, puisque c'est en général jusqu'à 3 ans, 1095 jours. Bon, on peut peut-être arriver à pallier si on a arrêté 6 mois, 8 mois, enfin, mais ça peut être lourd de conséquences. Oui. Voilà. Ce qui est plus grave, c'est l'invalidité. C'est là où, globalement, il va falloir prêter une attention, mais vraiment énorme. C'est là où notre vie peut changer. Enfin, notre vie va changer. Voilà. Mais je vais te raconter une anecdote, mais je pense que je l'ai déjà racontée, même si ce chirurgien dentiste que je connais bien, qui est devenu un copain par la suite, me permet de citer son nom, je ne le ferai pas. Mais il y a
il y a longtemps que je pratique ce métier, un médecin, chirurgien dentiste, qui me demande il y a une vingtaine d'années de venir le voir à la Motte-Montravel, où il avait son cabinet de chirurgie dentaire. Et il me donne son tas de dossiers dans les bras en me disant voilà, vous faites la même chose et moins cher. Il n'avait pas trop de temps, je prends le tas de dossiers, je regarde, et il avait une indemnité journalière, je vais parler que de la prévoyance là, qui était dans une compagnie qui a disparu, qui était englobée par le groupe Generali, peu importe. Bon, il avait une indemnité journalière qui le payait pendant 1 an. Il avait choisi 1 an. Je fais les études en me disant non, c'est n'importe quoi. Donc je lui fais un vrai régime d'invalidité. Ça veut dire que passé 1 an, il ne percevait plus rien. Il n'avait plus rien. Il avait juste son complément de la Carchidan, encore 2 ans, mais il était à l'époque à plus de 80 000 € à l'année. Donc il avait la Carchidan, et en invalidité, derrière, il avait comme la tierce personne, l'invalidité par tierce personne est rare, on a 50% parce qu'ils ont 3 classes, la Carchidan, donc il avait droit à 1 300 €. Voilà. Okay. Donc je fais mes études, n'écoutant pas ce qu'il m'ayant dit, et je le revois, et je lui présente en lui expliquant, je me rappelle à l'époque qu'il avait une Golf, et je lui dis c'est bien de protéger votre Golf en tout risque alors qu'elle a 10 ans, alors que vous, c'est vous l'homme de travail. C'est-à-dire si vous, demain, vous ne pouvez pas opérer, tout s'arrête. Hein. Les assistantes ne peuvent plus travailler. Enfin, je veux dire, les frais se tombent. Voilà. Donc, je lui explique cela, et il me dit, globalement, mais c'est pas ce que je lui demandais de faire. Moi, je voulais mon hygiène. Non, parce qu'au bout d'1 an, on a repris. Alors là, je le regarde et je lui dis, si moi, demain, je viens avec une dent carriée et je vous demande de l'arracher, vous allez me dire qu'il y a d'autres traitements possibles, et donc vous êtes le professionnel et vous allez me dire que c'est pas comme ça qu'on fait. Il me dit oui, je dis moi, je vous dis pareil. Il me dit, mais c'est pas ce que je vous ai demandé. Je dis, vous savez pas, je vous laisse, au revoir, et je suis parti. Voilà. 15 jours après, c'est une personne qui habitait près de Bordeaux, il vient me voir en me disant, bon, j'ai réfléchi, et il s'assure. Passe du temps, la tempête de 2000 ou 2001, il y a un arbre qui tombe sur sa maison, il prend la tronçonneuse, malheureusement pour débiter l'arbre qui était tombé sur la maison, il se coupe les 2 doigts. Le chirurgien a pu regreffer le pouce, mais enfin qui n'était pas très bon. Et un matin, il arrive à me voir, il sortait de la chirurgie avec 2 belles poupées sur la main. Il vient me voir, il me dit « Qu'est-ce qu'on a fait au niveau de la prévoyance ?» Et ce jour-là, je le regarde, j'avais envie de lui dire, enfin, j'aurais eu envie de lui dire, mais je voyais bien qu'il était désespéré en lui disant « Non, non, docteur, vous m'avez écouté, on a pris un vrai régime de prévoyance. » Donc ça fait 20 ans. Alors, il est gentil, il m'envoie une caisse de champagne s'il me voit chaque année pour me remercier. Et globalement, donc, il a son invalidité qui est payée avec un barème purement professionnel. Alors, c'est pour ça que je dis, bon, déjà, il avait pris une indemnité journalière 1 an qui n'était pas suffisante, oui. Mais derrière, un barème adapté. C'est même pas un barème adapté, c'est vraiment l'invalidité dont on va parler maintenant, qui est basée purement sur l'invalidité professionnelle. Donc ça, c'est, si j'ai bien compris, tu me l'avais expliqué, en gros, il y en a qui vont avoir des barèmes généraux, on va dire, et la perte, donc le cas là, de ce confrère qui a perdu ses 2 doigts, l'assurance pourrait dire ouais, bon, il t'en reste 8, tu peux taper au clavier, tu peux te reconvertir, donc la validité, bon, c'est pas foufou quoi. Ouais. Et d'autres qui vont dire ah ouais, mais pour un chirurgien dentiste, là par contre, tu peux plus travailler, donc ouais, effectivement, là c'est grave et on va supplier aux choses. C'est ça les 2 barèmes. Le barème professionnel est adapté à ton exercice. Oui. Tu perds 1 doigt ou 2 pour un chirurgien, c'est catastrophique. Alors qu'il y a peut-être des barèmes non professionnels où là, tu perds un petit doigt dans ta vie de tous les jours, ça ne va pas t'empêcher de vivre, quoi. Alors, il y a plus que ça en barème. C'est juste un petit peu plus complexe que ça, sans être complexe, mais on a une invalidité possible qui est fonctionnelle. C'est dans le tous les jours. Donc mon chirurgien dentiste à qui on avait régreffé le pouce, bon, il ne marchait pas, il lui manquait le majeur ou l'index, globalement, je peux quand même prendre mon verre d'eau et je vais en profiter parce que j'ai soif. Ouais. Il faut s'hydrater, c'est important. Voilà. Donc, fonctionnellement, dans la vie de tous les jours, une invalidité de 5-10% en fait. Professionnellement, il ne peut plus travailler. Voilà. Donc, on peut trouver une invalidité fonctionnelle dans le quotidien et l'invalidité au métier, l'invalidité professionnelle. Certaines compagnies ne vont régler qu'en se basant que sur l'invalidité fonctionnelle.
Pour un chirurgien dentiste, c'est pas bon du tout, parce que fonctionnellement, tout va bien, à 5 ou 10% d'invalidité, mais globalement, professionnellement, ça va plus. Certaines compagnies vont faire un barème à double entrée. Donc, vont mélanger le fonctionnel, ce qu'on appelle le barème croisé. Vont mélanger le fonctionnel et le professionnel. Mais 10% de fonctionnel, globalement, avec, même si on est à 100% de professionnel, ça va donner une invalidité à 40, avec des demi-rentes. Enfin, pour baptiser voilà. des choses, quoi. Donc, le barème professionnel, le choix du barème professionnel, et c'est celui que je pense que pour votre profession, et la profession des chirurgiens en général, parce qu'un ophtalmo qui opère, enfin, je veux dire, s'il n'y a plus ce barème professionnel, vous êtes chirurgien à la base. Hein. Un médecin qui manque un doigt, il pourra prendre la tension, il pourra faire des consultations. Enfin, je veux dire, c'est pas. Vous êtes vraiment des gens dont la chirurgie est votre métier. Et enfin, donc les mains sont l'outil de travail. L'outil de travail, alors les yeux et autres, mais aussi vu purement en cas d'invalidité, que l'on regarde uniquement le retentissement professionnel sur le métier. Et c'est ça qui est très important. Donc pas de barème fonctionnel, pas de barème à double entrée, ce qu'on appelle le barème croisé, juste une invalidité professionnelle, parce que vraiment, c'est important. Il y a également des taux d'invalidité, c'est-à-dire qu'il faut regarder une invalidité, on comprend, on peut être de 0 à 100. À 100%, voilà. À 100%. 0, on n'a pas d'invalidité, on va bien. Voilà. Et 100, bon, on n'est pas bien. Là, on n'est pas bien du tout. Ouais. Certaines compagnies, donc, vont donner une invalidité. Alors, si on a pris du fonctionnel sur 100, c'est pas du tout bon. Ouais. Et la plupart des compagnies qui vont avoir un contrat de qualité vont estimer qu'à 66%, c'est ce qu'on appelle le barème T66, qu'à 66%, on est complètement invalide. C'est déjà mieux. Mais voilà, c'est déjà mieux. Mais 66% d'invalidité sur un barème, c'est quoi? C'est généraux, tu veux dire sur le barème professionnel. Alors, sur un barème fonctionnel... Voilà, fonctionnel, 66%, et il nous manque 2 jambes, ou 2 bras. Voilà, donc c'est pas bon. Après, il y a le taux de démarrage. Le mieux, ce que je conseille, on va trouver des barèmes à 33 de démarrage, à 25 ou à 16. Moi, je dis, on commence à 16%. Globalement, imaginons demain, on a une raideur d'épaule, par exemple, pour un chirurgien dentiste, mais il peut quand même opérer et travailler, mais il a une raideur à 30%, il va toucher 30, 66e, il va toucher une demi-rente. Alors, c'est pas intéressant, mais en fait, sur une invalidité même légère, il va quand même toucher une indemnisation. C'est ça. Ce qui va lui permettre, le cas échéant, même de lever un peu le pied. Voilà, c'est ça. C'est de pas se reposer dessus, mais voilà, on n'attend pas qu'il soit en arrêt complet avant de toucher quelque chose. C'était en ce sens-là, je veux dire, c'était intéressant. Enfin, j'ai bien pensé. Et après, effectivement, encore une fois, on l'a dit en préambule, hein, le mieux, c'est de rester à 0% d'invalidité. Donc, hyper important, un barème qui soit à 66, qui commence dès 16%, et purement professionnel. Voilà. Et sans possibilité de reclassement. Il faut bien lire, que l'on ne puisse pas dire à mon chirurgien dentiste, dont je parlais tout à l'heure, en disant, bon, pour la chirurgie dentaire, ça ne va pas, mais pour la plonge dans un restaurant, peut-être. Donc vous pourriez, voilà, sans possibilité de reclassement. On ne regarde que l'invalidité au métier, sans regarder ce que la personne peut faire à côté. D'accord. Voilà, on est invalide à son métier, et pas avec possibilité. Bien sûr, si on veut travailler, refaire autre chose à côté, parce que dans le cas de mon chirurgien, lui, il a pris une autre profession qui lui plaisait, en fait, mais la rente était versée puisqu'il était invalide à son métier. Et il pouvait quand même professer une activité à côté. D'accord, il a pu se reconvertir. C'est très important pour l'épanouissement personnel. Oui, il est parti faire du B&B en Thaïlande et ouvrir des lieux de vacances. D'accord. Voilà. Donc, donc, je pense que c'est peut-être le point le plus important, on va dire, du contrat de prévoyance, savoir quel barème on se fie, parce que pour la fonctionnelle, le croisé, le professionnel, on voit que ça va du simple au
Bon, on ne peut rien avoir comme toucher l'invalidité totale, en fait. Donc on s'aperçoit qu'un bon contrat qui va verser, si c'est un problème de psy, de dos, qui est forfaitaire. Parce que moi, j'ai eu le cas, je pense que c'est un ami du chirurgien dentiste sur lequel tu travaillais, je ne sais pas si tu te rappelles l'histoire, qui avait commencé, il n'avait pas commencé de travailler, il est venu me voir au mois d'août pour s'assurer en me disant je commence début septembre. Accident de pêche. Accident de pêche, oui. Très bien. Il a pris un gros fil en pêche au gros qui lui a cassé le bout du doigt. Et on a eu très peur pendant un moment que la phalange ne se recolle pas. Et il a touché son indemnité journalière immédiate. Je l'ai toujours comme client. Il est à la campagne, j'ai toujours comme client en me disant, quand il est venu me voir en me disant, mais je n'ai pas commencé à travailler, je ne vais pas être rémunéré. Ben, je lui dis si, c'est du forfaitaire. Donc voilà, en fonction des cas, le forfaitaire, l'invalidité professionnelle, sans classement, 66% d'invalidité maximum, 16% de départ. Enfin, voilà, c'est les points clés en fait, des contrats. Et là, c'est important à travers cet exemple, c'est qu'il ne faut pas se dire non plus, voilà, je viens de commencer la première année, bon, là, prévoyant, je verrai ça après. Et là, je sors de la fac, grosso modo, je mange encore des pâtes, c'est bon, j'ai pas des gros besoins, ça sert à rien que je m'intéresse à ça. C'est vraiment pas une économie à faire, quoi. Enfin, on l'a dit tout à l'heure. Le but, c'est de ne pas en avoir besoin. L'outil de travail, c'est vous. Mais ça, voilà. Il faut quand même voir que quand on est chirurgien, le terme chirurgien est vachement important. Un boulanger qui a 6 mitrons dessous, bah, je veux dire, s'il s'est cassé l'épaule, ils vont faire le pain. Un restaurateur qui s'est cassé le genou, il va se mettre à la caisse, il n'ira pas marcher, mais il aura des serveurs. En fait, c'est vous qui faites avancer la machine. C'est ça qui est vachement important. Donc, il faut qu'en cas d'arrêt de travail, d'invalidité, vous soyez indemnisé. Alors là, on a parlé de la perte de revenus en cas d'arrêt temporaire ou d'invalidité. Il y a également les frais généraux. Demain, quand on est arrêté, il est important que les frais fixes, on comprend les frais fixes, un frais de prothèse, si on ne travaille plus, on ne va plus commander de prothèses aux prothésistes. Par contre, le loyer, l'éclairage. Alors le loyer, même si on est propriétaire du bâtiment, on a CICI, on a un crédit auprès de la banque, globalement, il faut le payer. Donc ça ne s'arrête pas. Tout ce qui est leasing du matériel, le personnel, donc les frais généraux, c'est également hyper important en fait. Bon, globalement, les frais généraux, on va couvrir tout ce que dans un bilan ne s'arrête pas. Voilà. Tout ce qui s'arrête, en fait, la prothèse dentaire, le consommable, enfin... Qui est lié à l'activité, bon, il n'y a pas besoin de les payer parce que de facto, ils vont disparaître avec... Tout à fait, voilà, les frais de déplacement, par exemple, voilà. Donc, on va prendre les frais fixes de l'entreprise. Les salaires des collaborateurs. Voilà. Enfin, je veux dire, par collaborateur, employé, assistante, enfin, tous les salaires mensuels fixes, les loyers, les leasings, les choses comme ça. Tout à fait. OK. Et si on a un contrat de frais généraux séparé du contrat de prévoyance, parce que parfois on peut le trouver, que ce soit 2 contrats, on regarde bien, pour les frais généraux également, que le psy et le dos soient couverts. D'accord. C'est-à-dire que... Alors les gens me disent... donc là, il y aurait un doublon ou pas? Non. Parce que on a la perte de revenus par le régime de prévoyance, et on va avoir les frais généraux qui vont être faits pour couvrir les frais fixes dans l'entreprise. Je sais que parfois on peut trouver un chirurgien dentiste remplaçant. Très souvent, il n'a pas les mêmes habitudes, il débute, il ne va peut-être pas faire autant de chiffres, donc on ne couvre pas les frais. Alors on peut en tenir compte, on ne peut pas en tenir compte, ça c'est un calcul, mais il faut couvrir, je pense, les frais fixes, de façon à ce que le cabinet perdure, en fait. Je viens de comprendre la nuance là que tu viens de dire, c'est-à-dire que sur les frais généraux, le fait d'être aussi assuré sur le psychologique et le dos, c'est que si on a une prévoyance qui le prend, très bien, on va avoir notre compensation de perte de revenus, mais par contre derrière, on ne sera pas assuré sur les frais généraux, quoi. Voilà, donc il faut bien faire attention. Les contrats, s'il y en a 2, soient bien raccords et ils viennent bien tout à fait s'activer en même temps. Sur les frais généraux, il n'y a pas d'invalidité derrière, en fait. En fin de compte, ce qui déclenche, c'est globalement, en général, les frais. Bon, moi, je préfère même du forfaitaire, même si on peut complètement jauger et savoir quel est le montant des frais. Oui, et là, c'est vrai que ça a peut-être un impact. Mais moi, de toute façon, c'est ma manière de voir les choses. Pour la tranquillité d'esprit, on est en forfaitaire. Tu veux, se dire, je cotise pour tel montant et en cas de besoin, avoir ce montant-là, je trouve ça plus fair.
Ouais, plus simple à comprendre que de dire, bon, bah, je cotise pour ce maximum-là que j'aurai que si je suis vraiment voilà. rangé de côté. Je pense que il faut pas perdre de vue, euh, c'est ce que je disais à mon chirurgien, à mon travail, vous voulez assurer une vieille gobe de 10 ans de tout risque, surtout la capote et pas de grosse franchise. Et alors vous, c'est vous l'outil de travail. C'est-à-dire vous devez faire hyper attention à votre prévoyance. Et c'est un contrat qu'il faut choisir en regardant tous ces aspects-là. Ouais. C'est parce qu'il y a vraiment beaucoup d'aspects. Il y a quelque chose dont je peux parler également, puisque ça a un coût, la prévoyance. On peut adhérer de deux façons, ce qu'on appelle l'âge atteint ou l'âge à l'adhésion. L'âge atteint, globalement, si on s'assure à 25 ans ou à 30 ans, on va payer le prix de la cotisation par rapport à un jeune âge. Voilà. Et ce contrat-là, puisqu'il augmente en fonction de l'âge qu'on atteint, Les cotisations vont augmenter va augmenter. de facto. Ok. Ou on peut prendre un contrat en âge à l'adhésion, c'est-à-dire à l'âge où on adhère, la cotisation n'augmente plus. D'accord. Si on s'assure à moins de 30 ans, on peut payer en âge à l'adhésion le double. Donc ce que je conseille souvent, c'est de démarrer avec un âge atteint et vers la quarantaine, de basculer sur un âge à l'adhésion. Donc fixer la cotisation pour ne pas se retrouver avec 4 fois plus Ouais, en période. j'allais dire, l'âge à l'adhésion, c'était peut-être un moyen de fidéliser les assurés auprès de leurs assurances, mais ils proratisent bien par rapport. Alors, c'est un matelas en fait. Ouais. Je veux dire, c'est Non, mais une manière de. vu que tu souscris très jeune, tu as vraiment une forte décote et plus tu vas la garder sur le long terme, disons que tu souscris à 25 ans, quand tu auras 50, tu n'auras clairement aucun intérêt à aller voir ailleurs parce que personne ne pourra être aussi compétitif que Oui. le contrat que tu as fait à l'âge souscrit. Mais bon, finalement, tu as quand même un bridge enfin, un spread, une différence entre ton contrat à l'âge souscrit et à l'âge atteint. Oui. Pour le même âge à la base. Tu pars pas du même seuil et c'est Voilà, on ne part pas du même seuil. Quand même, Après, on peut partir sur un seuil avec l'âge à l'adhésion qui est un petit peu plus élevé, Oui. mais qui est quelque chose de linéaire. Oui, voilà. Parce que sur les contrats en âge atteint, si on part sur une base de 1000, on sera à 4000 en fin de carrière. On aura quadruplé. Parfois, sur certaines compagnies, je le vois jusqu'à 10. On est très bas et on peut aller jusqu'à 10 fois, multiplier par 10 le montant sur toute sa carrière, en fait. Donc, regardez le système de tarification, en sachant par contre que quand on est jeune, on peut peut-être commencer sur un âge atteint pour basculer à la quarantaine sur l'âge à l'adhésion. Ouais, très bien. Profiter du... Bonne astuce. Ouais. Voilà. Je sais pas. Et je pense, quand on fait l'acquisition, par exemple, d'une maison, ou qu'on prend des crédits, enfin, Oui. bref, pour diverses raisons, est-ce que notre contrat de prévoyance peut nous assurer pour ces crédits-là, où on a vraiment... Parce qu'on est obligé de s'assurer aussi auprès... au moment de la souscription d'un crédit, la banque demande une assurance ou nous propose la sienne. Est-ce qu'on peut réussir à tout packager dans un seul et même contrat de prévoyance professionnelle ou non, il faut dissocier? Alors, ou de facto, alors, il faut dissocier. quoi. Le contrat emprunteur, en fin de compte, il a ce qu'on appelle un bénéficiaire acceptant. C'est la banque. La banque, elle accepte, en cas de décès ou dans le cas d'arrêt de travail, d'être le bénéficiaire et elle le signe. Donc, plus personne d'autre, à part elle, peut toucher. La plupart du temps, en matière d'emprunteur, sur la résidence principale, la banque demande une prise en charge de l'échéance mensuelle à partir de 90 jours. C'est ce qu'on va trouver en cas le plus classique. On pourrait démarrer à 60 jours, 30 jours, certaines banques, même j'ai vu proposer à 15 jours. Voilà. Quand on prend un contrat de prévoyance personnelle, moi je leur dis globalement de ne pas tenir compte de la prise en charge bancaire après 90 jours. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, quand on a un arrêt, certes, on a sa rémunération, mais on a plus de frais. Si on devient invalide, on a le fauteuil roulant. Parfois, en fonction de l'invalidité, on peut se retrouver avec des modifications structurelles de la maison à faire. Voilà. Donc le contrat emprunteur dont le seul bénéficiaire est la banque, la plupart du temps avec une prise en charge en cas d'arrêt de travail de la cotisation, de l'échéance de remboursement à 90 jours. Alors on pourrait, sur la prévoyance, faire des paliers. Oui. Dire les 3 premiers mois j'ai ça, et du moment que mon régime de prévoyance intervient,
mon régime prévoyance, ma garantie emprunteur intervient à 90 jours, je diminue mon indemnité. Je ne le fais pas, moi, c'est possible. Je ne le fais pas en général, parce que certainement, il peut y avoir plus de frais, on ne va plus faire son jardin parce qu'on est en arrêt, on appelle un jardinier. Enfin, moi, je me suis aperçu par expérience que je ne tenais pas compte personnellement. Ça laissait je veux dire un cash flow, mais ça laissait des sommes disponibles pour l'imprévu. Et c'est peut-être ce qu'on n'anticipe pas, et ce que tu nous dis très bien, c'est que finalement, nos revenus là, en tant que personne valide ou avec notre quotidien, on va dire, dans lequel on est habitué, si notre quotidien vient à changer pour quelconque raison, on n'aura peut-être plus forcément les mêmes besoins financiers pour les subvenir. Donc on contractualise avec une somme qui nous convient à l'instant T, mais si notre quotidien change, être prudent sur cette somme-là et pas se dire j'aurai moins de besoins plus tard. Non, au contraire, on est plutôt parfois amené à devoir faire des investissements supplémentaires, changer la voiture, adapter des choses sous des handicaps. Voilà, et pour ça, je crois que tu m'avais fait souscrire à une garantie des accidents de la vie, qui est pas professionnelle, mais qui, tout à fait, de ce que j'avais compris, couvrait aussi... Alors, la garantie des accidents de la vie, elle peut être prise aussi bien par un chirurgien dentiste, c'est-à-dire une profession libérale, ou un salarié. En fin de compte, ce contrat-là ne va couvrir qu'en dehors du temps de travail et uniquement pour les accidents. D'accord. La garantie prévoyance, pour le chirurgien dentiste, elle le couvre 24 heures sur 24, du matin au soir, au ski comme au cabinet, et globalement, avec des capitaux importants. Le garantie des accidents de la vie, où globalement, j'ai rien contre. Ça peut être une somme qui se rajoute. Souvent, je trouve que c'est plus important pour, à la limite, des retraités ou des gens qui ne travaillent pas, qui sont donc pas... ou les enfants qui vont à l'école. Eux, ils sont en couverture 24 heures sur 24. Et globalement, un enfant, le décès par maladie, c'est plus rare. Et l'accident de trottinette, de vélo et de scooter, c'est plus fréquent. Donc la garantie d'accident de la vie, je trouve que c'est un contrat qui a sa place. Quand le chirurgien dentiste, globalement, a déjà une couverture prévoyance, avoir une gave, c'est un coût très modéré. C'est ce que j'allais dire. C'est que, je sais plus, mais sur le niveau de cotisation, on est à moins de 200 € annuels. Là, on est sur quelque chose où quand on fait de la moto, des trucs. Je crois que c'était dans ce cadre. À l'époque, je crois que j'étais étudiant, c'était peut-être un des premiers contrats qu'on avait mis en place. Et c'est vrai que, les chiens, souvent, on s'est dit, bon, on la garde pas. Et bon, finalement, elle est là, toujours dans le but de ne pas s'en servir, mais... J'ai un exemple, alors c'est pas pour un chirurgien dentiste, c'est pour un anesthésiste qui faisait du vol, mais de la voltige. Et quand on déclarait dans le contrat de prévoyance à la base qu'il allait faire de la voltige, les cotisations du contrat flambaient. Je lui dis non, on arrête en fait. On laisse la prévoyance comme ça, puisqu'il y avait une tolérance pour certains sports à risque sans les désigner, parce qu'on peut également être amené, si on fait de la spéléologie ou de la plongée, mais dans le contrat, cette exclusion n'était pas là, sur le vol du moment qu'on a un brevet de pilote. Et il faisait de la voltige, et je lui ai fait prendre une garantie des accidents de la vie, où il y avait, je crois, un capital de 1 million, où on doublait la cotisation de 50% en cas de sport à risque. Il ne le désignait pas. Donc de 200, on passait à 400 et il avait 1 million d'euros s'il tombait en avion. Voilà, donc ça peut être dans l'arsenal des solutions, ça peut être une solution à apporter sur des cas particuliers. En fin de compte, notre métier de courtier, c'est quand même de s'adapter au profil de la personne, entre le sport, sa situation familiale. C'est faire du sur-mesure, c'est les contrats. Comme je dis souvent, si on veut vraiment le faire, c'est de la broderie. C'est vraiment de la broderie dans le sens où, comme je disais au début, il y a 600 compagnies en France en fait. Moi, j'en fais déjà 35. 35, c'est beaucoup, parce qu'il faut connaître, mais je les ai choisis chacune pour des critères en fait compte. Les compagnies que je pratique en prévoyance, elles ont toutes le psy, le dos, le forfaitaire et également l'invalidité 16 en 66e, sans barème, donc purement professionnel,
pas de possibilité de reclassement. Voilà, ça c'est mes choix. Donc j'ai 5-6 compagnies. Qui font sens à travers tout ce que tu nous as dit. Hein. Enfin, là, Voilà, mais qui ne, voilà, je refuse, en fait, globalement, de vendre un produit qui va être sur un chirurgien, sur le barème purement fonctionnel, sans le pseudo. On me dit souvent le psy. Bon, moi, je suis hyper stable. Va perdre un enfant demain, va perdre ton épouse. Ouais, et puis c'est une profession, enfin on en a déjà parlé aussi dans cette émission, tout ce qui est burn-out, la charge de travail, enfin, Mais, ouais. Voilà, il y a des choses où effectivement on se sent fort costaud. Moi, je viens. Voilà, il y a des conditions de la vie. Là, je viens de payer pour. C'est une chirurgien dentiste, je viens de payer 6 mois d'arrêt pour une réaction au décès de son père, en fait. Elle a fait un choc émotionnel, ça a arrêté 6 mois. C'est quelqu'un de complètement stable, qui n'est pas dépressif prosodique. Voilà. Donc c'est hyper important le psy, parce que même si on se sent très stable et très bien, des événements de vie peuvent faire que temporairement, on est et pas besoin de forcément hospitaliser. Je veux dire, simplement du repos. Encore une fois, c'est là où vous allez intervenir, c'est dans les moments extraordinaires, entre guillemets, c'est qui sortent du quotidien. Et c'est là la difficulté, c'est qu'effectivement, quand on vient de voir, on va les souscrire en étant tel qu'on est là. Oui. Fort, costaud, entier, pas malade, jeune, ou pas, enfin voilà, avec tous ces arguments, moi j'ai pas besoin de ça, ça m'arrivera pas et tout. C'est à nous de travail, c'est de dire, oui, mais les risques sont ceux-là, et en cas de souci, bien qu'on te le souhaite pas, voilà les conséquences, donc voilà, fais quelque chose d'adapté, quoi. On l'a évoqué, il y a le professionnel, mais aussi les passions à côté peuvent avoir un impact du coup sur les contrats. Tu parlais des personnes qui faisaient de la voltige, oui. des amis chirurgiens dentistes qui faisaient du suit jump, je crois que ça s'appelle comme ça, sauter d'avion avec les voiles, qui à un moment donné ont dû tout bonnement arrêter la pratique de ce sport avant l'accident, c'est très bien. Mais parce que les assurances ont dit, en fait, les gars, c'est mort. Ils ont investi dans leur cabinet et tout ça, et dit, là, les assurances ne suivaient plus. Alors peut-être qu'elles peuvent suivre à un certain prix. Faudrait-il qu'ils ne pratiquent plus ce sport aujourd'hui pour ces raisons-là, quoi. C'est compliqué de s'assurer derrière. Alors, dans le cadre des sports à risque, globalement, on peut trouver plein de cas de figure, en fait. On peut trouver des compagnies qui vont classifier les sports. Pas forcément... je te les interdis pas, mais en gros, on va mettre un coefficient, quoi. J'ai des compagnies, par exemple, qui font une limite. Je ne vais pas donner de nom de marque, mais par exemple, j'en ai une qui limite à 2 millions d'euros le pépin. Imaginons que tu gagnes 100 000 euros, tu as 45 ans, si tu as un accident de main, tu as 25 ans à toucher, enfin 45 ans, non, tu as 20 ans pour l'âge de la retraite, 20 ans, tu as 100 000 euros de revenus ou d'invalidité, 20 par 100, ça fait 2 millions. J'ai aucun problème à donner un contrat limité à 2 millions d'euros en fonction de l'âge et de l'âge, voilà. Donc après, il faut voir que quasiment tous les sports amateurs, pratiquement, sont assurables. Je vois que la spéléologie, globalement, est peut-être à difficulté, mais j'ai fait du kitesurf pour un vétérinaire dernièrement. On a une majoration de 30%. Je veux dire, bon, c'est wakeboard et des choses comme ça. Voilà, ça. Bon, génial. On l'assure. Globalement, beaucoup d'amateurs de sport de glisse. Voilà, j'ai un dentiste. Sport de glisse. Alors, on a même, j'ai fait des couvertures pour du hors-piste. J'ai fait dernièrement pour un ophtalmo, j'ai fait une couverture de descente de Grand Mont où il se fait poser en hélicoptère. Donc là, il est hors piste et tout seul. Bon, on a couvert, on a étudié le risque. J'ai fait également pour une vétérinaire de Nantes du jumping, du saut d'obstacle en cheval, en fait. Bon, j'ai pas... Alors, si c'est quelqu'un de jeune, je ne vais pas partir sur mes 2 millions d'euros. Quelqu'un qui a 30 ans, parce qu'en cas de pépin... reste à vivre. Voilà. Mais en fin de compte, on s'adapte, donc là aussi... Ou on force sur une gave, en fait. On force sur la gave. Si on dit en cas d'invalidité, on prend une gave à 2 millions d'euros. Voilà, on va... Enfin, je veux dire, tout s'étudie, mais généralement, j'ai pas eu, moi, de problème. Alors, il ne faut pas faire des sports professionnels. Par exemple, la boxe professionnelle, on va pas la prendre. Voilà. Si c'est des sports professionnels, on va pas y aller. Ou alors des sports peu risqués. Ouais.
Alors là, on était sur un bon niveau. Après, je connais pas leur niveau de pratique, mais je sais qu'ils ont fait des records du monde, beaucoup de sauts et tout. Alors, Ils étaient très bons. Mais ça peut être compliqué. Je pense que devant ce cas-là, j'aurais peut-être une complexité. En 90% des cas, l'arrêt du sport, entre guillemets, n'est pas la seule solution. Il existe des choses adaptées. Parce que je le vois je vois beaucoup de plongée en fait. Oui, Je vois aussi, du ouais. plongée, je vois du cheval, je vois du ski hors piste. J'ai rarement eu de difficultés particulières. Et puis je rappelle également, on va en parler, qu'il y a la loi Madelin. Que quand on paye des cotisations, on va les déduire Oui, également de son revenu imposable. excellente transition. Non, mais je pense à ça parce que, Tout ça, parce que ça a un coût, donc la cotisation, certes, a un coût, mais globalement, on vient quand même le déduire de son revenu imposable. Donc, quand on regarde si on paye 1 000 € sur une tranche fiscale 30, 40, 45, globalement, on va se trouver à payer 30 ou 40% de la... Enfin, Ouais. il y aurait une réduction d'impôt de 30% ou 40%, en fait. Donc, c'est important. Voilà. Donc, comment ça fonctionne concrètement la loi Madelin? C'est le fait de pouvoir déduire ses cotisations, ou une partie du moins de son assiette imposable, au lieu de l'impôt sur le revenu, quoi. Voilà. Donc, la Madelin, le ministre, d'ailleurs, c'est une loi, je pense, qui ne sera pas remise en cause, hein, parce que malgré les gouvernements, les Il se passe changements, pas mal de choses en ce moment, ouais. oui, mais toujours, elle est là. On est en décembre 2024. On vient de se faire censurer le gouvernement tout nouvellement mis en place. Pour remettre du contexte, si jamais vous suivez cette émission dans plusieurs années, voilà où on en est. Madelin, donc, c'est en 85, le ministre regarde bien les choses, en fait, et s'aperçoit que tous les cadres d'entreprise, globalement, il y a les conventions collectives, il y a la loi de 1947 pour les cadres qui oblige à les couvrir, loi de 47. Ouais. Et les salariés sont couverts en prévoyance, sont couverts en santé, enfin, il y a les obligations, enfin, le salarié de l'entreprise est hyper protégé. Et on a notre profession libérale, notre commerçant ou notre artisan, globalement, il n'a rien. Et quand il veut faire, globalement, c'est pas déductible, c'est assez frais. Donc, Il fait pas. donc il fait pas, et on voit des drames, mine de rien, avec des gens invalides comme ça, qui n'ont plus rien en fait. Qui n'ont plus rien. On l'a vu, mine de rien, avec le Covid. Il faut quand même savoir que 40% des professions libérales, quand même des gens qui, on va dire, qui cogitent, qui réfléchissent, sont pas assurés, même maintenant. Ah oui. C'est un taux que je trouve aberrant. Oui, parce qu'il n'y a rien d'obligatoire, à Non. l'inverse du mutuel, mutuel pour les salariés. Oui, oui. Alors, pour les salariés, tout est obligatoire, en fait. La prévoyance, il y a les conventions collectives qui régissent. Pour la personne, le libéral, il n'y a rien qui régit. Même la Madelin a un caractère facultatif, hein, elle n'est pas obligatoire. Mais elle incite quand même à dire, tiens, si je me protège, je déduis de mon revenu imposable le montant des cotisations. Donc c'est quand même une incitation importante. 40% des professions libérales n'étaient pas assurées. Oui. C'est le constat. C'est ce qu'on a vu avec le Covid, en fait. Et alors, certains me disent, oui, je ne suis pas assuré, mais bon, globalement, j'ai 6 mois de trésorerie. Ça revient à mon dentiste, hein. Je suis assuré pour 1 an, tu parles à 1 an, j'aurais repris le travail, voilà. Malheureusement, lui, il a eu la pince, mais il était bien assuré. Globalement, on voit encore des professions libérales ou ou qui me disent, bon, de toute façon, je me suffirai du régime obligatoire. Ouais. Alors qu'on vit avec, je sais pas, 10 000 € par mois. Enfin, Ça passera. Bon, Mais bien sûr, tant qu'il n'aurait rien arrivé, on peut leur dire, bah, voilà, ils ont économisé ça, mais c'est, pour une fois, c'est de la fausse économie, en fait. ouais, et tout à fait. C'est là où j'allais en venir, c'est que c'est pas la bonne façon de réfléchir et de penser ces assurances. Ok, on les cotise dans le but de ne pas en avoir besoin. Ouais. Le but, c'est que tout se passe bien dans nos vies. Mais le moment où on en aura besoin sera imprévisible et sera indépendant de notre volonté, Ouais. voire même contre notre volonté. On le C'est choisit. souvent une grosse fracture dans la vie, en fait. Et c'est Voilà. ça. Et il faut également voir que malheureusement, quand on touche l'arrêt de travail ou l'invalidité, la plupart des contrats, et ça je le vois à 95% du temps, comportent une exonération. C'est-à-dire qu'on va toucher de la compagnie d'assurance son revenu ou son invalidité, et là, les cotisations vont s'arrêter, en fait. Donc, on est exonéré du montant de la prime annuelle
pour invalidité ou arrêt de travail. Après 90 jours, comme le contrat emprunteur pour le crédit maison, on va se retrouver avec une exonération des cotisations. Donc ça, c'est vachement important. En fait. Ça rentre dans l'IR, les primes d'assurance, choses comme ça, on est imposé dessus ou pas? Alors, la Madelin, c'est un dispositif, bien sûr, de prévoyance, mais également fiscal. C'est-à-dire que dans la Madelin, on va trouver la retraite, la prévoyance, la complémentaire santé, la garantie éventuellement chômage si on la souhaite. Sur la garantie santé, pour le remboursement des médicaments, je dis aux gens, il faut y aller en Madelin, enfin, il n'y a que de la Madelin. Sur un contrat de prévoyance, quand on déduit de son IR en Madelin, globalement, on ne peut toucher les sommes que sous forme de rente. D'accord. Donc, si on prend un capital décès en cas de décès pour son conjoint, si on déduit ce capital décès dans le cadre de notre revenu imposable, il sera versé sous forme de rente. Donc la rente n'est pas un revenu, donc voilà. Enfin, non, fiscalement, n'est pas la même case. Voilà. On peut avoir donc du coup la rente éducation pour les enfants. Si on touche des indemnités journalières, si on a déduit le contrat en Madelin, ben, comme un revenu pour un salarié, en arrêt maladie, le salarié il déclare cette somme-là. L'indemnité journalière touchée par le professionnel sera déclarée sur son IR, en fait, puisqu'on a bénéficié de l'avoir fiscal. Donc, de l'autre côté, on déclare. Et on peut également, sur l'invalidité, si on l'a déduit dans le cas de la loi Madelin, de son revenu imposable, le jour, malheureusement, enfin j'espère que si on était malheureusement en invalidité, bah, globalement, on va rentrer ce revenu dans son revenu fiscal. Voilà. Okay. Si on veut profiter de la loi Madelin, mais sans en profiter, en fait, fiscalement, je dis, mais moi, je prends mon décès, ma rente éducation, mon arrêt de travail, ma rente d'invalidité, je déduis rien. Toutes les sommes qui rentrent, elles n'ont pas à être déclarées fiscalement. D'accord. En matière de revenus. Ce que je dis souvent, laissez votre décès en Madelin. Votre arrêt de travail, c'est comme si vous aviez travaillé 6 mois, donc vous déclarez vos impôts, vous payez. Par contre, si vous êtes à l'invalidité, c'est quelque chose de lourd. Donc, quand les gens me disent « ouais, la Madelin », je leur dis « écoutez, à la limite, sortez l'invalidité du cadre Madelin. Donc, vous ne déduirez pas la prime invalidité, qui n'est pas la plus grosse, en fait, hein, puisque l'arrêt de travail, 90 jours, est plus fréquent. L'arrivée à l'invalidité, c'est sur 1000. Enfin, je n'ai pas de statistiques exactes. Le décès, bon, voilà, le décès, pas tous, mais là, l'invalidité... L'invalidité, voilà. Donc, c'est une petite somme. Donc, je conseille parfois de ne pas rentrer dans la déclaration fiscale la prime liée à l'invalidité. Et de cette façon-là, si malheureusement un jour on est invalide, ben, globalement, les sommes de rentrée ne sont plus imposables. D'accord. Tout ça, c'est du conseil, on en parle, en fait. Non, mais c'est important parce qu'en fonction de son foyer, sa situation, on peut avoir un niveau d'imposition qui est différent. Il y a des tranches qui sont hautes. Donc là aussi, hein, notre besoin du moment, ça a des impacts. Hein, oui, mais... Surtout en France. Mais bien sûr ça a des impacts. Et globalement, par exemple, quelqu'un qui est en tranche fiscale hyper basse, j'avais rencontré un jour un vieux dentiste qui gagnait pas, je veux dire, pas très bien sa vie, mais il me disait, moi, je rafistole la dent tant qu'elle tient. Alors, la rémunération n'était pas la même. Alors, je ne suis pas sûr que même le soin, ça c'est pas ma profession, mais peut-être que de rafistoler la dent au bout d'un moment, si on la sauve et qu'on fait une prothèse, c'est beaucoup mieux sur du long terme. Ça, je ne rentre pas dans la qualité de soins. Mais je veux dire, donc, il avait un revenu faible avec une tranche fiscale, parce qu'il y avait madame où il ne rentrait pas dans l'imposition. Bah, lui, je lui déconseillais de faire une déduction fiscale en Madelin, puis la tranche fiscale était 0,10. Globalement, s'il arrivait un peu plein, l'impact est moindre. Voilà, l'impact était moindre. Quand on a des revenus importants, je le vois sur vos professions, quand même, après le nombre d'années d'études, qu'il y a un juste retour sur investissement, avec donc souvent des rémunérations qui sont correctes, voire plus que correctes, je conseille souvent de déclarer en Madelin. Voilà. D'accord. Et parfois, pas l'invalidité. Plutôt que ça, si on a un gros pépin, à vie,
on n'a plus d'impôts à payer. Donc c'est là, ouais, donc le gros travail de sur-mesure, C'est du sur-mesure, oui. mais à toutes les échelles. Enfin, il faut dézoomer. Il y a le côté professionnel, son activité. Est-ce que je suis assuré pour Oui. l'activité que je pratique, les spécialités que je fais ou autre? Est-ce que je suis couvert sur les pertes de revenus à la bonne hauteur avec les bons Ouais. forfaits? Est-ce que derrière, c'est voilà, l'optimisation fiscale qui va derrière, prendre les composantes du coup plus personnelles, donc son foyer, Ouais. sa famille et tout, ses passions, et donc faire tout ça. C'est un vrai diagnostic. Mais c'est un vrai diagnostic. Un vrai diagnostic. Mais moi, c'est tout le confort que j'y vois. Enfin, Ouais. pas dans mon quotidien, parce qu'on ne s'appelle pas tous les jours, mais Ouais. depuis que je travaille avec toi, enfin, au-delà, me sentir en sécurité, apaisé sur le fait que, bon, je te fais confiance et je sais que je suis bien couvert Ouais. voilà, parce qu'on a fait cet audit Tout ensemble. à fait, oui. En cas de C'est un souci, audit. c'est aussi un confort énorme d'avoir une seule personne à appeler. Que ça soit pour la voiture, la maison ou quoi que ce soit. On est courtier, voilà. Alors, il peut y avoir Il y différents. a ce côté service aussi. Oui, mais le service, en fait, nous, c'est qu'on est courtier, souscripteur, Mmh. régleur. D'accord. C'est-à-dire certains courtiers peuvent souscrire les contrats, mais ils ne vont pas ensuite assurer la gestion. On le voit avec les banques. Oui. Les banques sont des courtiers qui souscrivent, mais qui ne gèrent pas, puisque derrière, les prestataires. envois sont envoyés sur des plateformes, en fait. Nous, j'ai un ancien statut, en fait, de souscripteur régleur. Donc la compagnie nous fait confiance et nous laisse la possibilité de régler les dossiers. Voilà. Bien sûr, sur un gros corporel en bagnole avec 2 morts, le service juridique va reprendre la main. Mais sur 80% des dossiers, on va régler. Ouais, et ça, c'est hyper confortable. Parce que, toujours pareil, on n'en a pas besoin tous les jours. Quand il se passe quelque chose, j'appelle qui, que, quoi, votre numéro de contrat, je le trouve. Oui, voilà. Je pense qu'on pourrait nous donner une qualification ISO 9001 parce que c'est Un service client. voilà, c'est le but. Chez nous, c'est le but. Et en fait, de ne pas laisser des mails non répondus, répondre au téléphone, rappeler les gens. Si on ne peut pas donner une réponse immédiate sur un mail, si on sait que c'est dans 3 jours, on va répondre en disant pourquoi et qu'on répond dans 3 jours. Voilà. Ouais. On essaie à ce que les mails soient répondus dans la journée, en fait, ça peut arriver 24 heures. Si c'est le vendredi soir, ça sera le lundi matin. Voilà. Je voulais également rajouter un élément, si je peux, parce que je pensais à mon chirurgien dentiste. Quand on est bien assuré en prévoyance, on vit bien. Mais à un moment donné, le contrat de prévoyance, il va s'arrêter. 65, 67 ans maximum. Ah oui, d'accord. Et il faut voir que le régime de la carte Chidan, elle va avoir donné l'invalidité. Donc on a vu 27 000 € à l'année si on est avec l'assistance de tierces personnes. La plupart des invalidités ne sont pas le cas, en fait. On a un fauteuil roulant ou une invalidité au métier. Donc, globalement, on a eu 1300. Et on va cotiser sur ces plans en retraite. Sur ce 1300. Sur une base beaucoup moindre qu'on aurait cotisé en tant que professionnel avec sa vraie rémunération. Donc la douce froide au moment de la retraite. Donc, quand on peut faire en retraite un contrat Madelin, je conseille, alors je prépare du Madelin, ça sera peut-être une autre fois sur les contrats retraite, je conseille souvent, obligatoirement, c'est ce que j'avais fait pour mon chirurgien dentiste, à une compagnie qui fait une garantie, ce qu'on appelle bonne fin, ou une garantie exonération qui va prendre en charge les cotisations en cas d'arrêt. C'est-à-dire quelqu'un qui prévoit sa retraite, il veut un complément de 2 000 à 3 000 € par mois, par exemple, s'il commence à 30 ans, il met 500 €, enfin je n'ai pas calculé exactement, je pourrais calculer, mais je n'ai pas prévu pour le montant. S'il a pris cette garantie d'exonération et de bonne fin, qui est une partie prévoyance, en fin de compte, qui va intervenir sur 2% de la cotisation, ça veut dire qu'en cas d'arrêt maladie, pendant 40 ans, si on se casse la figure à 30 ans, pendant 35 ans, la compagnie, elle va sortir les 500 € par mois à sa place. Et on continue de cotiser. À cotiser, c'est pris en charge, en fait. Donc ça peut être un point de vue important. Voilà, je voulais rajouter sur la notion de prévoyance. C'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, mais la prévoyance ne va pas jusqu'à la fin de nos jours. Elle couvre la partie professionnelle. Ça s'arrête, voilà. C'est censé s'arrêter à un moment... Au moment où on est censé partir. Voilà. Très la retraite. Intéressant. Je pense qu'on a fait le tour de ce sujet. Claude, je te remercie. Donc, le cabinet de courtier que tu gères depuis de nombreuses années maintenant constitué,
à Mérignac. Son nom, c'est Axialis. On pourra mettre, je pense, les coordonnées là. Bien sûr, tu peux Bien sûr, tout le monde a bien compris ton niveau d'expertise et cette spécialité auprès des professions libérales. Alors, pour tous ceux qui veulent avoir conseil ou Bien sûr, faire quoi. voilà, on est généraliste à la base, alors bien sûr très spécialisé quand même sur les professions médicales parce que c'est 50-60% de notre clientèle et on fait énormément de prévoyance en fait, donc on peut quand même également les conseiller sur la responsabilité civile, sur la multirisque, sur la santé, et on peut faire de manière générale les autres contrats, enfin voilà. Bah, parfait. Moi, je ne peux que recommander tes services. Mais c'est gentil si on m'en allait et en le recommandant à mes proches. Donc, Oui, je le sais bien. donc pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec Claude, leur faire confiance, on partagera les coordonnées de Claude. Et n'hésitez pas, vous pouvez même leur préciser que vous venez suite au tournage de cette émission. Ça remettra un petit peu de contexte sur la rencontre. Oui. Merci pour tout. Merci Julien Claude. de m'avoir reçu. Avec grand plaisir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et puis à très bientôt dans un nouvel épisode de Casino Story. Voilà, j'espère à bientôt et je suis à votre disposition si vous avez besoin. Merci. Merci. Au revoir.